Bonjour tout le monde. J'aimerais parler un petit peu de ce débat avec le pouvoir d'achat, les lacunes qu'il y a à l'heure actuelle dans notre pays. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des gilets jaunes qui ont manifesté, qui manifestent, qui sont pas contents. Moi, je parle pas pour eux. Je parle pas non plus pour l'État. Mais j'aimerais bien que les gens comprennent quelque chose. C'est que c'est dur. Et ça, les gilets jaunes le démontrent. C'est très dur. Mais concrètement, pour expliquer simplement, c'est-à-dire que des gens, je vais prendre une base, des gens qui touchent 1 186 € ou 1 200 €, on va arrondir. Il faut bien comprendre qu'il y a un loyer à payer. Alors, il y a un loyer pour hommes, femmes, enfants, d'accord? Donc, il y aura 2 salaires de revenus. Il est possible qu'il y ait aussi la situation où les parents se séparent, donc on arrive à un revenu pour un loyer, en étant locataire ou propriétaire. Ces loyers, déjà, ils sont entre, allez, heu, on va parler en ville à peu près pour un F2, je dis bien F2, on est à 700 €. F3, 900, 1000, 1050, hein, et puis après F4 tout ça c'est 1 400, c'est 1 500, donc injouable. Alors et en c'est la même chose, hein, pour les campagnes, hein. Les campagnes, déjà très peu de logements. En général, on arrive sur beaucoup de bâtisses, des vieilles maisons. Et on arrive sur un 100 € de moins ou 200 € de moins au niveau du logement. Alors, une famille qui touche 1 200 € doit se loger. Alors, je prends un cas isolé, un homme, une femme, seuls. Ils ont un loyer entre 400 et 600 € par mois. D'accord? Ils travaillent 1 200 €. Bon, c'est jusqu'ici, vous me suivez. Donc, déjà, on impute la moitié du salaire. Il faut qu'ils mangent. Alors, j'espère pour eux qu'ils ne sont pas gloutons, hein, mais on va compter à peu près 150 € de courses. Voilà, tout léger. On arrive à du 450 €. Sur les 450 €, il y a un véhicule. De ce véhicule, si c'est un essence, et s'ils doivent en plus se déplacer à plus de 50 km de chez eux, je vais vous faire le calcul, c'est à peu près un plein pour pour une voiture qui fait aller entre 90 et 110 chevaux, sans turbo, parce qu'il faut être concret, c'est important. Ça coûte à peu près entre 200 et 300 € par mois d'essence. D'essence. D'accord? Il reste 150 €. Faut manger. Faut payer son téléphone, même avec des petits forfaits. Alors je ne veux pas faire de la pub pour certains, et heureusement finalement qu'ils ont fait du low cost, 2-3. On peut avoir des forfaits à 9 €, mais on vit pas avec 9 € parce qu'il faut du internet, il faut pas mal de petites choses quand même avec, hein. Rien que pour, être informé, pour, beaucoup de choses. On vit pas, on c'est pas possible. Il reste quoi, finalement? Là, vous imputez 100 € sur les 150, on arrive à 50 moins les forfaits à 9 € parce que je suis sympa, ou on va dire les 30 € le forfait. Mais vous allez me dire, vous pouvez rétorquer: «Oui, mais attendez, il y a des forfaits adaptifs». D'accord, 9 €, donc c'est le plus bas, ou 4,99 €, mais là, faut pas déconner parce que finalement vous faites plus de hors forfait qu'autre chose, donc plus cher. Vous avez l'assurance véhicule qui est quand même, alors, pour le peu que les personnes aient quand même un sacré bonus, donc on va partir sur une personne qui a plus de 20 ans de permis, sur un véhicule neuf, elle peut éventuellement espérer payer 40 € par mois d'assurance? J'ai pas Faites le calcul en même temps, je sais pas si vous vous rendez compte, il doit rester 50 € là, hein, à peu près, hein. Plus, plus les impôts où il faut mettre de côté. Et puis même à 1 200 € ou 1 300 €, bah, les impôts, ils comptent. Hier, il y a eu un débat, donc vous voyez déjà l'importance, et là on parle pour une situation. Ça veut dire que cette situation-là, pour une personne, pour le peu qu'une autre personne, donc le conjoint, admettons, on refait à 2, ils sont tous les 2 à 1 200, on arrive dans les mêmes circonstances, parce que là on donne pas à manger aux enfants non plus, hein. Il y a des aides, mais très peu, parce qu'il y a des tranches qui sont pas bien alors c'est pas bien étalonné, je vais vous dire entre guillemets, parce que la classe moyenne, là-dessus, elle est défavorisée sur les tranches. Sur tous les remboursements ou les aides qu'il peut y avoir pour les enfants, pour les gardes, pour les nourrices, c'est pas bien géré. Mais je viens pas discuter de ça pour le moment. Je fais du concret. Pour des couples, c'est la même chose, c'est la même situation. Il y a un salaire qui part dans le loyer. Un salaire qui part dans le loyer. Et quand je parle d'un loyer, si vous avez réussi à être propriétaire en plus, parce que locataire, faut en parler aussi. Qu'est-ce qui va pas? On n'arrive pas à se loger. Les gens, ils n'arrivent pas à se loger. Il y a des propriétaires, il y a des donc propriétaires et donc sous-traités par des agents immobiliers, donc des agences
qui sont là, qui vous demandent 3 fois le loyer. 3 fois le loyer, alors avec plus ou moins des garants qui est strictement, enfin, disons que maintenant on a pu recommander ça, mais on demande encore. C'est-à-dire qu'il faut pour un logement à 800 €, un F2, il faut que vous gagnez 2 400 €. Vous vous rendez compte? 2 400 €, sinon on vous dit non. On vous dit non. Donc tout seul, ça devient cuit. À 2, c'est limite, ça devient, très limite finalement. Quant aux propriétaires, quand vous avez envie d'acheter quelque chose, une maison, vous allez chez votre banquier. Une personne, hein, écoutez bien, hein, qui touche 2 000 € par mois, net. Votre banquier, en moyenne, il va vous prêter, je fais en particulier en cas à part, hein, d'accord? Entre 140 et 170 000 € si vous vous entendez bien. Vous faites quoi? Vous vous logez comment? Il n'y a rien à ce prix-là. D'où le débat des gens qui sont obligés de partir dans les petits villages, dans les campagnes, pour trouver des maisons qui, elles, sont entre 180 et 200 000 €, voire moins cher, des vieilles bâtisses à 120 000 €, que vous allez retaper toute votre vie pendant 20 ans, et vous allez vous les cailler dans votre baraque avec vos enfants, parce que bah, forcément, il n'y aura pas d'isolation, il n'y aura pas spécialement d'aide et d'encouragement au démarrage, parce que c'est pas les prêts à taux zéro. Et bon, on peut oublier, parce que ça fait quand même un prêt, hein, d'accord? On rajoute un prêt. Donc déjà, on n'arrive pas à avoir un prêt, mais en plus, on rajoute des prêts. Donc tout ça, c'est difficile, il faut travailler en même temps. Vous êtes usé. Vous imaginez la maman ou le papa qui doit aller travailler, qui rentre le soir, faut faire à manger dans une maison, mais qui est précaire, avec un prêt sur la tronche. Vous en sortez pas. Vous mangez des pâtes. Enfin, c'est quand même très compliqué. Les banquiers, ils jouent à moitié le jeu. Ils jouent à moitié le jeu parce qu'ils vous prêtent un petit peu d'argent. Ils vous prêtent. Mais les organismes de caution, parce qu'ils travaillent avec des organismes de caution. Vous savez, il y a soit un système alors d'hypothèque ou soit des organismes cautionnaires. Et après, on récupère plus ou moins justement une part sur la vente et qui s'élève, je sais plus, à 10%, enfin du montant, enfin, enfin eux voilà. Enfin, nous, on récupère sur ça. Mais ces organismes-là, c'est eux les décisionnaires. C'est pas le banquier. Le banquier, il vous dit bien sûr, moi je vous prête l'argent, mais ça dépend pas de moi. Moi, j'ai fait le job. C'est les assureurs et ces organismes, les cautionnaires, qui vous prêtent l'argent, qui étudient votre dossier pour dire oui, est-ce que vous êtes solvable ou pas, est-ce que vous allez peut-être payer ou pas payer dans 10 ans, 5 ans. Les assureurs, c'est la même chose. Vous avez un questionnaire à remplir. C'est pas un questionnaire en vous disant est-ce que vous avez déjà eu mal à la tête? Bon. Vous êtes en bonne santé? Bon. Bah c'est bon. Non, c'est un questionnaire. Vous avez été opéré? Si oui, de quoi? Où? Comment? Vous allez être hospitalisé dans les 6 mois? Est-ce que vous avez une grande maladie? Parce que les gens qui ont été malades, qui sont malades, peu importe la maladie, hein, on peut parler du cancer, mais vous n'avez pas de prêt? Or que vous êtes peut-être en rémission? Vous vous en sortez déjà mentalement, faut comprendre les gens. Ils ont eu un cancer, ça a été dur. Pendant 5 ans, 10 ans. Ils ont rebondi avec leur entourage, ils ont été structurés. Heureusement qu'il y a eu beaucoup d'accompagnement, d'amour. Et là, on vous dit: «Ouais, mais attendez madame, vous avez une maladie, mais finalement la maladie, elle peut revenir. Donc, pas envie de prêter, j'ai pas envie de prêter». Mais vous vous rendez compte quand vous entendez ça? Et là, je parle que du cancer. Il y a énormément d'autres maladies, hein, des maladies auto-immunes, des choses comme ça, où il faut des garanties, hein, où la banque demande entre 3 et 4 garanties. Et vous, vous en avez qu'une par les assureurs. Parce que si vous tombez malade, bah, vous comprenez bien, non, bah, vous êtes au courant, donc on vous donnera pas de rente, on vous dédommagera de rien, enfin voilà. Donc finalement, vous prête rien. Et ça, c'est aussi un problème en France, hein. Et c'est pas un problème que j'invente, hein. C'est un problème de vécu, de l'entourage, de tout ça. C'est que ça existe, hein. Faut arrêter de se cacher. Et donc, faut arrêter de dire je suis pas au courant, parce que vous êtes au courant. Ou sinon, c'est que c'est inquiétant, parce que il y a eu aussi, on vous a pas élu. Enfin, en tout cas, Monsieur Macron, on l'a pas. Il est passé. Peu importe ce qui s'est passé au débat, je vais pas juger ce qui s'est passé avec Marine Le Pen et Monsieur Macron. Il est passé. Les gens ont, par non-choix ou par choix, ont voté Monsieur Macron. Alors, là, qu'on soit bien d'accord. Mais il reste quand même un problème à tout ça. C'est que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à la base. Alors arrêtez de nous faire des cours, hein, parce que vous donnez des leçons et des cours aux petits gens qui sont là comme ça, là, et puis nous on se promène, on travaille, on se pète le dos,
Et puis vous, il y a pas de problème. Et puis oui, je vous entends, mais ouais, ouais, nous on voit aussi ce qui se passe, hein, de votre côté. Alors on n'est pas envieux de votre situation, moi je suis pas envieux. Monsieur de Rugy hier sur BFM a bien expliqué son salaire. Pour moi, je vais te c'est méritant. C'est un salaire qui est méritant. Moi, je veux pas sa place à ce monsieur. Mais c'est méritant à partir du moment que ce monsieur travaille 15 heures par jour, 7 jours sur 7. D'accord? Parce qu'il a voulu, il s'est engagé, il a signé cette position. Donc oui, c'est méritant s'il travaille 7 jours sur 7, 15 heures par jour, à des hautes fonctions et à raisonner et à amener des solutions. Voilà. Mais sinon, ça ne sert à rien. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Alors beaucoup, déjà, ça peut arriver à 30%, hein, de l'Assemblée, des députés, de toutes personnes qui sont dans le milieu politique, qui font pas grand-chose, hein. Et ça ronfle un petit peu d'ailleurs. Je trouve qu'il y en a beaucoup, ils ont des postures qui sont irrespectueuses. Et ronfler, ronfler, hein. Donc j'aimerais bien que aussi il y ait un respect au niveau des gens, à ce niveau-là, quand on veut faire avancer des lois ou étudier des lois, que les gens aient les yeux ouverts et qu'en plus, ils soient force de proposition. Et pas qu'on vient là pour dire j'ai été présent, j'ai signé une feuille. On n'est pas au collège. On n'est pas au collège. Et le reproche qu'il y a aussi, c'est que le système administratif des écoles, plusieurs écoles, j'ai pas fait donc je vais pas dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une réforme à faire. Parce que l'aspect théorique des cours qu'on vous donne ne correspond pas du tout à l'aspect pratique. Et à un moment donné, c'est un petit peu comme vous voyez, le programme scolaire, il va falloir revoir un petit peu vos fiches. En tous les cas, toute cette organisation qui est faite pour amener des énarques, des choses comme ça, euh, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. C'est impossible que tout soit incohérent comme ça depuis des années. C'est impossible. À l'heure actuelle, je constate quand même que, à part des juristes et des avocats au pouvoir et des gens qui travaillent, alors voilà, qui travaillent sur le terrain, hein, dans le service public, je nomme personne, je dis pas de nom, il y a qu'eux qui sont réellement au courant de ce qui se passe. À leur échelle, hein, à leur échelle. Ils sont au courant. Voilà. Je dis pas qu'ils agissent, mais nous, on a l'impression que l'administration, quand vous sortez de l'école, et c'est une impression, hein, je ne juge pas, mais il doit manquer quelque chose. Et je pense qu'il y a pas assez d'outils. Vous n'avez pas assez d'outils en main pour que vous puissiez être sur le terrain et analyser la situation. Et je pense que des cours de psychologie seraient importants aussi. Parce que c'est important d'être à l'écoute, mais aussi de penser, de raisonner autrement. Et de comprendre une fatigue, la fatigue physique. Les gens sont fatigués physiquement. On ne gagne rien. Ils sont fatigués. Ils doivent travailler, se lever tôt. Il y a les soucis de famille qui se greffent. Vous apportez rien. Tout est une bataille. Un logement, c'est une bataille. Les soins, c'est une bataille. Le véhicule, c'est une bataille. Se nourrir, c'est une bataille. Vous avez enlevé définitivement la... enfin, aucune augmentation sur les carburants. Mais je suis d'accord. Mais même ce débat-là, de toute façon, c'est trop cher. On paye trop cher de taxes là-dessus. On paye trop cher. Il y a le 85, il y a le GPL, tout ça. Moi, je suis bien d'accord, il y a l'électrique. L'électrique. De 85. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire que le boîtier, vous allez le financer. Sur certains véhicules, en plus, parce qu'il faut que ça soit adapté à certains véhicules. C'est pas tous les véhicules. Que vous alliez le financer et qu'on allait s'en sortir. J'ai pas entendu ça. Augmentation de l'essence en même temps. Alors, on nous demande d'arrêter de rouler au gasoil, vous augmentez l'essence. Donc là, vous gelez. C'est très bien, c'est une chose. L'électricité, c'est bien. Mais c'est moi qui vais payer les kilowattheures à la maison. C'est pas vous. La voiture coûte cher. Je vais mettre 10 heures à charger mon véhicule la nuit ou sur des bornes ou aller 5 heures. S'il y en a un qui me contredit, à me dire oui, mais vous êtes pas au courant, c'est ça. Et c'est 5 heures. C'est moi, avec mon argent. Je vais charger une batterie qui plus est, va m'apporter du magnétisme dans la baraque où je sais pas qu'est-ce qui peut se passer quand on va faire dodo.
On nous a donné des cours, des leçons de morale, parce qu'on avait tablette, téléphone, faut pas dormir à côté parce que les ondes magnétiques, ça peut abîmer votre cerveau, ça peut créer des tensions, vous pouvez avoir, vous ne dormez plus, hein. Sommeil paradoxal n'est plus fait correctement. Vous avez un sommeil profond effectué sur 1 heure ou deux, mais le sommeil paradoxal ne se fait pas. Et là, vous mettez un truc qui fait puissance 40 000 au-dessus de nos têtes. C'est comme si finalement, on en arrive à se dire, vaut mieux un pylône électrique. Vaut mieux un pylône électrique. Alors, moi je dis ça comme ça, je balance ça, mais il n'y a pas eu de communication. Qu'est-ce que c'est que ces batteries? Comment déjà, en plus, on les recycle? Parce que je sais pas, j'ai pas eu de débat non plus là-dessus. Ou en tout cas, où est-ce qu'elles vont finir, ces batteries? Où est-ce qu'on va les recycler? Certainement pas ici. Et quels sont les effets négatifs de ces batteries? Ensuite, comment je fais pour partir en vacances? À l'heure actuelle, rouler à électrique, donc ça coûte cher. Il faut que je la recharge, parce qu'on fait pas beaucoup de kilomètres. On fait 300-400 kilomètres avec les petits modèles là, qui sont à 20 ou 30 000 euros. Électrique, hein, je parle, hein, pas hybride, hein, électrique. Parce que l'hybride fonctionne aussi avec le pétrole, hein. Donc comment on fait? Il y a des véhicules qui font 800 bornes, mais qui coûtent entre 100 000 et 150 000 euros. Alors je nommerai pas la marque, mais c'est des prouesses technologiques. Mais alors là, ça devient carrément ridicule. Donc, pour aller en vacances, il va falloir que je m'arrête 15 fois sur le trajet pour recharger ma petite pétrolette, pour après arriver à destination, sachant qu'il faut que j'ai une carte pour les bornes, comme le GPL, hein, qui se fait assez rare, hein, de bornes pour savoir où est-ce que je vais m'arrêter pour pouvoir recharger mon véhicule 3-4 heures, où j'espère qu'on va faire des efforts, ça va durer qu'une demi-heure ou 1 heure d'ici 10 ans. Mais on arrive à des situations, mais c'est quand même incroyable. Mettons ça en place d'abord et après, on fait. Hein. Après, on peut faire une transversale de tout ça, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. L'écologie, je suis 100% d'accord avec l'écologie. Il y en a marre des pollueurs, de la pollution, des déchets, des détritus. Il y en a marre. Je suis d'accord. Par contre, moi, j'ai pas demandé que ça soit la France le porte-parole de l'écologie, vous voyez. Parce que depuis des années, des décennies, on s'en est pas spécialement inquiété. Ça a été une économie formidable qui a bien fonctionné, hein, tout ce qui en a découlé, le plastique, tout ça, enfin, une économie qui était super. Il y a eu des créations d'emplois, enfin, il y a eu pas mal de choses. Et maintenant, c'est à moi de dire, on va tout arrêter. Mais c'est pas à moi. C'est pas moi qu'il faut viser. C'est que, comme on a dit, on met des choses en place et après, on fait une transversale. Mais on ne fait pas un virage comme ça et de nous faire culpabiliser et d'être le porte-parole de Bruxelles et de toute l'Europe. Ils sont où les autres pays européens? Moi, je les ai pas entendus, moi, sur l'écologie, hein. J'ai rien entendu. Alors peut-être qu'il y en a qui sont plus avancés que nous, quoi que ce soit, mais il n'y a pas eu de communication non plus de ce fait. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes arrivés, vous avez fait force de proposition sur l'écologie parce que c'était une fierté pour vous de vous dire que la France serait le premier pays à prendre un virage à 90 degrés, mais on ne le prend pas comme ça. Et nullement on prend cette position de leader. C'est une concertation avec tous les pays. Comme ça, au moins, il y a une cohésion, il y a une fraternité qui va s'installer. Vous prenez tout d'un coup. Moi, je trouve ça, mais arrêtez de parler pour tout le monde. On fait ça progressivement. Tout le monde a envie de s'en sortir. Tout le monde veut sortir de l'écologie. Tout le monde. Hein. Déjà, c'est quand même ancré depuis des années. Le tri sélectif. Tout le monde le fait. Plus ou moins bien. Il y en a qui n'ont pas spécialement encore bien compris certaines choses. Mais avant, on ne le faisait pas. Avant, on le faisait pas. C'était les sociétés de recyclage qui se débrouillaient et qui se débrouillent encore. Mais maintenant, on arrive à ancrer dans une mentalité générationnelle, parce que c'est pas, enfin, c'est, j'irais même pas, c'est les 3 générations d'avant, c'est encore la génération d'avant qui eux, ne pouvaient pas le faire. C'est pas arrivé à ce moment-là, ils comprennent pas. Mais nos grands-parents, nos parents et nos enfants, on a compris cette situation et on le fait. On le fait. Ça, c'est quelque chose qui a été progressif, vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont un petit peu dérangé, voilà, sur ce débat. Le service à la personne, il va peut-être falloir aussi se pencher dessus parce que c'est quand même très précaire. Alors oui, ça a fait de l'emploi, je l'accorde, c'est vrai. Précaire, hein. Donc toucher 300 euros, 400 euros ou 800 euros parce que vous avez fait 12 heures par jour à essayer de vous trimballer, et vous avez fait 20 kilomètres par-ci, 20 kilomètres par-là, 30 km pour 1 heure, à 12 euros de l'heure, ou 11 euros, 8 euros par-ci. Hop, en même temps, vous avez donné des cours à un enfant, puis en même temps, vous avez taillé une haie à côté, et hop, vous avez été chercher votre tondeuse et monter un meuble pour toucher 800 euros par mois. Pourquoi?
pour hypocritement dire qu'on éradique le marché au noir. Les contrats de travail, c'est un calvaire. C'était un calvaire. Hein. On n'a plus le droit de faire des CDD d'usage, et puis ça revient, et puis on fait du CDI temps partiel. Il n'y a aucune formation. Et puis là, on est d'un coup, alors si, ce qui est bien, c'est le CESU. Voilà. Tout le monde maintenant pratiquement paye en CESU. C'était une formalité qui a été réellement très intéressante et qui a facilité beaucoup de choses. Mais il n'y a pas eu beaucoup de communication. Il y a beaucoup de personnes qui, non seulement c'est injuste pour les gens qui travaillent dedans, c'est très dur pour les gens alors qui travaillent, qui font le travail. C'est injuste pour les gens qui placent ces personnes-là, parce qu'elles aussi, elles ne gagnent pas beaucoup, et puis finalement, c'est des plannings très très compliqués. C'est très très compliqué. Beaucoup d'injustice en fait. Et quand vous allez dans un système administratif et quand vous avez obtenu un agrément, donc agrément simple entre autres, hein, parce qu'il y avait qualité simple pour s'occuper des personnes âgées, et que vous voyez que votre administration vous dit non, je peux pas vous l'imprimer parce que j'ai plus de papier, ça fait quand même peur. Hein. Moi, je vous cache pas que ça fait quand même peur. C'est-à-dire que le service n'est pas là. Et je vous parle de ça il y a déjà 10 ans. Il y a 10 ans. Alors maintenant, j'ose même pas, ils ont même plus d'imprimante. Là, je sais plus ce qui se passe, mais là, ça doit être un scandale. Mais voilà, c'est des choses qui sont très très dures, très très compliquées. Mais il faut faire quelque chose parce que faut vraiment le professionnaliser. Tous ces métiers-là, faut les professionnaliser. Hein, les personnes qui s'occupent de, de, de gens âgés, qui leur font leurs courses, qui font leurs toilettes. Enfin, c'est important tout ça. Faut les soutenir. Faut les soutenir. Et après, vous avez un système. Donc là, on est dans le service à la personne, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler. Et l'administration, hier, j'entendais pareil. Le service public, pardon. Les hôpitaux qui ont fermé, qui ont été centralisés. Des gens font 80 km pour accoucher ou pour... euh, même pour accoucher, mais c'est quand même scandaleux. C'est scandaleux pour accoucher. Vous vous rendez compte la pression qu'a la femme. On vous demande déjà... Enfin, je me mets en situation quand même, mais faut compter. Hein, faut compter. Parce qu'une femme, euh, au début, quand elle a les contractions, donc il y a toute une mécanique qui se met en place. Donc vous êtes anxieux, vous comptez ça, les contractions. Faut anticiper les contractions. Parce que vous avez 80 bornes à faire. Hein. Donc après, si vous arrivez à l'hôpital et qu'on vous dit non, vous êtes que dilaté à 2, madame, vous rentrez, vous êtes un peu énervé quand même. Hein. Donc il y a aussi, hein, faut prendre ça aussi. Et donc après, finalement, vous vous retrouvez dans une situation où ah bah ça y est, le compte est bon, mais c'est trop tard. Vous êtes trop loin. Vous êtes trop loin. Comme s'il vous arrive quelque chose, hein, je sais pas, vous mangez des huîtres ou vous sectionnez un tendon ou quelque chose comme ça, vous vous videz, enfin bon, vous faites un garrot, j'exagère, mais vous êtes trop loin. Vous êtes trop loin. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui, et puis, non seulement vous centralisez, mais les gens sont débordés. Il y a des urgences qui sont, mais exemplaires. Exemplaires. Alors bien sûr, ils n'ont pas le retour de bâton, c'est normal. Enfin, ils ont un retour de bâton. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre à une demande et à une qualité pour tous les personnes qui viennent se soigner. Ils ne peuvent pas faire de la qualité comme ça. Ils ne peuvent pas. Il y a une tension, il y a une nervosité. On leur demande d'être toujours habiles et justes. Vous voyez? Et d'avoir une analyse sur votre situation, sur votre accident ou sur ce qui va, rapidement. Il y a des responsabilités sur ce genre de constatations qui sont importantes. Et c'est pas, on ne traite pas 10 personnes, c'est que vous arrivez dans les urgences, mais vous êtes 40 en une demi-heure. Donc vous faites un cumul. Plus les urgences qui arrivent avec accident sur les AVP, les choses comme ça. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ils n'ont pas de moyens, ils ont rien. On a vu des, enfin, j'ai pas envie de vous raconter tout parce que c'est pas le débat sur les accessoires, sur les choses comme ça qui a été constaté, mais après voilà, mais c'est très dur, c'est très dur. Les forces de l'ordre, c'est très dur, aucune justice, ça suit pas, ça suit pas. Je comprends pas qu'on arrive à des situations où là, pour les gilets jaunes, vous avez les policiers qui se défendent ou qui vont se défendre, mais ils en ont marre aussi, ils en ont marre, ils sont fatigués, ils sont usés. Ils pensent que 50, 60% pensent comme eux. Eux, ils ont pas de moyens, pas de véhicules. Ils ont des locaux qui datent de je sais pas d'où, donc aucun mur tient. Les toilettes, c'est ignoble. Il fait froid.
Enfin, faut voir, hein, faut voir, hein. Il y a des communes où, c'est compliqué les commissariats quand même. Donc, en plus, vous intégrez ça où en fait, il y a un phénomène où vous ne pouvez, vous êtes pas vous impliquez pas les gens, hein, vos policiers. Faut qu'ils se sentent, quand même, heu, soutenus dans un établissement, vous voyez? Et là, quand un établissement déjà n'est pas respecté, vous vous sentez pas respecté et c'est ce qui se passe avec tout le monde. Donc finalement, il y a un agissement, il y a un délaissement qui est créé et c'est humain, hein, de toute façon, hein. Il y a un ras-le-bol, on baisse les bras parce que vous êtes pas considérés. Voilà, on vous considère pas et pas faute de votre organisme, mais c'est parce qu'on leur donne pas les moyens, on vous donne pas les moyens, on donne pas les moyens à l'entreprise, certaines en tout cas. Et donc du coup, bah, vous arrivez pas à vous identifier dans votre entreprise. Et puis après, tout en découle un système où, bah, déjà vous gagnez pas beaucoup, donc en plus, bah, voilà, on arrive à des situations où la rentabilité qui est faite de votre travail et plein de choses, bah, voilà, il y a plus d'engagement de votre part. Et ça c'est un reflet qu'on constate sur beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. L'alimentaire. Il va peut-être falloir aussi, hem, baisser je enfin, il y a des ressources, hein, il y a des œufs, il y a le lait, tout ce qui peut être engagé avec les céréales, les choses comme il faut pas que ça coûte cher, il faut que ça coûte même rien du tout. Il faut que ça coûte rien, hein. Il y a des inflations, ça ne diminue pas réellement. Je suis pas trop les cours, mais bon, on constate quand même, hein, vous savez, je sais faire des courses, hein. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vont pas, où faut que j'ai entendu que l'État peut pas être partout, mais l'État, il doit être partout. Mais l'État, il doit être partout. Vous êtes au attendez, vous avez un président, vous avez des ministres, hein, où il y a plusieurs ministères. Eh, faut y aller. Vous encadrez tout le monde. D'accord? Vous êtes les coachs de tout ça. On laisse pas des entreprises privées avec pignon sur rue faire un peu ce qu'ils veulent. Ce serait trop facile. Et je parle pas des rémunérations aussi qui sont faites par les dirigeants, hein, qui en plus, bons copains, vont à des entre eux, hein, siéger à plusieurs petites entreprises parce qu'après c'est des loges, hein, et où après ils peuvent être aussi actionnaires et dividendes et puis après tout le monde se gave et c'est extraordinaire. Je vais pas parler de ça parce que ça c'est quelque chose qui m'horripile mais qui à la fois ne sera pas dans ce débat-là. Mais j'avais juste envie de parler de tout ça parce que c'est important. C'est important, les gens sont usés, sont vraiment usés. Et trouver du travail aussi, c'est usant. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une hypocrisie là-dessus. Il y a un problème au niveau des CV, des CV. Et là, il n'y a pas de discrimination, hein. C'est que on arrive dans un système où il y a tellement très peu de travail que vous arrivez à ce on vous demande un CV mais ultra performant pour un poste euh, qui nécessite pas spécialement à ce que vous soyez bon rédactionnel et dans les couleurs pour votre CV. Hein. On demande juste que vous soyez dans l'application immédiat. Voilà. Mais sauf que pour obtenir ce poste, il faut un CV élitiste. Pour que les entreprises puissent, hein, regarder les 5-10 CV et constatent lequel n'a pas fait de faute, celui-là qui a mis une petite couleur sur le côté gauche, pour en sélectionner un. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, tout devient compliqué dans ce monde du travail. Parce que ça, c'est important. Parce que ça, c'est la barrière, c'est la première étape à franchir pour avoir un travail, le CV. Et c'est pas l'accompagnement du CV. C'est qu'il va falloir revenir aux sources et à la communication de tout ça. Parce que votre CV, c'est un mur. Vous auriez eu l'entreprise, une personne de l'entreprise à côté, vous seriez en discussion comme ça, et vous direz, bah écoutez, bah oui, bah passez demain, faites un essai. Parce qu'ils vous ont vu, ils vous ont connu, ils vous ont parlé, il y a une communication. Là, on voit votre CV, on dit, j'aime pas trop le rouge. Ou là, vous voyez, bon, vous avez un trou, bon non, lui, il a pas de trou, on va le prendre. Un trou, hein, je parle temporellement. Parce qu'il y a peut-être une situation, les femmes ont accouché, un homme a eu un accident, on ne sait pas. Mais non, vous êtes déjà, hop, écarté. Allez. Et donc, les CV pour la pratique, hein, comme l'aspect commercial, hein, force de vente et ou faire des études, mais finalement, les commerciaux, avant, ils faisaient comment? C'était le bagou, on papotait. Hein? On maîtrisait son produit, et puis par la suite, on expliquait aux gens un descriptif total du produit, on n'achète pas, on essaie de convaincre les gens. Ouais, ça, c'était le travail. Donc maintenant, on arrive sur des procédures de force de vente, de- pour final quoi? Vendre des enceintes ou vendre. C'est nul, ça doit être accessible aux gens qui sont performants là-dessus. Mais arrêtez de mettre des barrières comme ça, parce que les barrières qui sont créées pour les gens qui, en plus, rentrent dans ce jeu, de faire le meilleur CV, dans l'élitisme, eux non plus n'ont pas de travail. Parce que soit c'est des voies de garage,
Ou soit parce que le CV devient tellement performant et que vous mettez en concurrence que finalement, il n'y a aucun poste à pourvoir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-dessus. Je vous le dis pourquoi, parce que vous le savez très bien. Il y a un ascenseur social qui est assez compliqué au niveau du travail, sur des tranches d'âge. Je suis pas là pour débattre là-dessus. Il y a énormément de personnes qui maîtrisent ça. Mais moi, je constate que le travail, c'est pour les 30-45 ans. Personne jeune et formée. 50 ans, on est jeune aussi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le milieu du travail qui est comme ça. Personne formée. Voilà. Le reste. Vous êtes trop jeune, et après, vous êtes trop vieux. Voilà. Et vous n'êtes pas assez formé ou très peu. Enfin, très peu formé, et après, pas assez. Parce que vous avez eu une tranche d'âge qui a fait qu'on ne vous demandait pas ces formations-là non plus à l'époque. Donc il y a tout ça à prendre en compte aussi. Faut... Et donc les personnes qui ont des diplômes, des masters, enfin BTS, master, licence, vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'on leur promet certaines choses? Pourquoi est-ce qu'ils vont jusque-là? Parce qu'ils s'impliquent quand même, hein. Ils raisonnent, c'est des têtes, c'est des sachants, pour certains. Hein. On parle pas de... D'accord, ils sont outillés hein, pour ça. Hein. Et on les met dans des voies où ils sont obligés d'aller manger, enfin de manger, donc d'aller travailler à McDo. Ou caissier à Carrefour ou des choses comme ça. Un dégoût total. Ces gens ont un dégoût total. Qui, pour les 30% partent à l'étranger. Mais là aussi, mais voyez, ça ne va pas. Parce qu'on ne crée pas de richesse, donc on ne crée pas d'emploi. Et en plus, on demande à raisonner, à faire raisonner des gens. Mais ils sont 60 millions à raisonner maintenant. Mais vous voyez, il y a un mur, on se cogne. On se cogne partout avec ce système de... En tout cas, je pense que le CV est un gros problème en France. C'est un gros problème. Et c'est un... On fait juger des personnes sur un papier qui, des fois, ne sont même pas eux qualifiés et formés pour ça. Et ça, c'est important aussi de le dire. Hein. Des préjugés et des jugements qui ont été faits comme ça. Plutôt que de recevoir les gens, malgré que le CV, peut-être que la personne est excellente, mais elle a peut-être une lacune là-dessus. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. On va lui demander de conduire un camion. Hein, et de faire de la route et faire des efforts parce qu'il faut tenir, hein, faut conduire, hein, faut avoir un aspect. C'est compliqué aussi, hein, faut être concentré, faut puis bon, hein, le code de la route, il est assez complexe. Et on va vous demander de faire des CV mais élitistes. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. C'est un exemple. Voilà, il y a plein. Ça là-dessus, il y a même pas. Mais il y a plein de choses comme ça. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à toute cette base. Les créateurs d'entreprises, il faut les aider. Faut les aider aussi, hein. Quand on dit: «On vous aide», les banquiers vous aident, on vous lance des prêts. Non, ils lancent pas des prêts, ils lancent des cacahuètes. C'est des cacahuètes parce que les banques prennent pas de risques. Vous vous battez pour des prêts à 20 000 €, malgré que votre projet soit solide, 20 000 € et c'est un projet où vous faites alors, l'analyse de la zone de chalandise, c'est vous qui la faites, c'est là où vous allez vous implanter. Il y a un pas de porte à payer qui coûte cher et qu'après quand vous faites votre business plan, majoritairement le banquier va le regarder. À moitié, hein, à moitié. Tout le reste, personne ne le regarde. L'accompagnement que vous avez dans les chambres de commerce et métiers, personne ne le regarde. Eux, ils sont juste là pour vous demander, vous avez mis quoi en place? Des flyers? Des quelles couleurs? Pourquoi ça? Quel nom? Bah merci, au revoir. Voilà. Vous n'êtes pas soutenu, il n'y a rien. Donc ça aussi, faut faire un travail là-dessus. C'est plus contraignant qu'autre chose de monter une entreprise. Et puis alors, je vous parle pas après de... Quand vous êtes créateur d'entreprise, alors ça dépend après un auto-entrepreneur, mais c'est plus... Enfin voilà, il y a plusieurs débats, hein, auto-entrepreneur, monter une SARL, URL, enfin voilà. Et c'est pas non plus. C'est mon domaine, mais j'ai pas envie d'en discuter. Il y a tout à revoir là-dedans. Il y a tout à revoir. C'est trop dur. Les charges pèsent trop lourd. C'est trop dur. C'est vraiment très dur. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait débattre. Faudrait débattre. Ne pas amener de la violence comme vous faites. Et ayez un regard sincère et honnête avec les gens et pas hautain. Hein. Et c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est pas nous. Mais on demande à ce que vous raisonniez, c'est tout. On demande juste ça. Et j'ai un point aussi qui me tient beaucoup à cœur. Et je commence à en avoir marre, c'est le handicap. Ça fait des années qu'on fait pas grand-chose. Pas grand-chose. J'aimerais bien qu'on soutienne les gens, hein, les familles. Ou, bah, vous savez, un handicap, ça arrive à tout le monde à tout moment. Et quand ça vous arrive, vous n'êtes pas soutenu. Très peu. Vous n'êtes pas soutenu. Mais il faut comprendre les familles qui sont usées. Vous ne travaillez pas parce que
Un proche de votre famille demande 100% d'attention selon l'infirmité qu'il a. Donc, faut l'accompagner. Faut que on vous accompagne aussi, parce que c'est très dur. Même si vous avez fait un deuil sur votre choix, c'est très dur, faut encaisser tout ça. Hein. C'est très dur. Alors quand je parle de choix, c'est parce que peut-être avant, on a décelé des choses, et puis après, quand ça arrive avec une maladie plus tard, bah, c'est un choix personnel aussi de s'investir. C'est un choix. On vous laisse le choix de délaisser ou de vous investir. Et le choix, il est tout fait. Hein. Je pense que tout le monde a le cœur sur la main, tout le monde est humain, c'est votre famille dont on parle. Donc, bah, votre choix, c'est de pouvoir vous investir à 100% avec vos proches. Et personne est là pour vous soutenir. Personne. Que ça soit on vous met, votre enfant, il doit être sociabilisé, il doit pouvoir avoir accès à des centres spécialisés. Des adultes pareils, ils doivent pouvoir naviguer partout, partout. Trottoirs, centres commerciaux, parcs d'attractions. Bon, certaines attractions quand même, on va être lucide, mais partout, partout. On doit aider les écoles, hein? On doit aider les écoles. Il y a un débat sur les écoles aussi, hein, où les élèves sont nombreux. Il n'y a pas d'AVS, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On met en danger justement des gens comme ça, hein? Nos enfants, des gens qui sont en état de souffrance, des enfants, hein, qui méritent une attention d'une AVS ou d'une directrice On n'a rien, on n'a rien. Parce qu'ils sont 30, 34 dans une classe. Vous comprenez? Donc l'attention que vous avez là, vous l'avez pas ailleurs, et vous mettez en danger beaucoup de choses. Le danger, ça vient partout. Ça vient sur la matière première, sur les ateliers qui peuvent être effectués. On peut manger des choses, on peut lancer des choses. Tout devient dangereux. Et ça, l'éducation nationale ne comprend pas ça. Ne comprend pas. L'inspection ne comprenne pas ça. Hein. On aurait sur des critères de combien d'élèves, combien de classes. Et voilà. Donc, pas atteint, pas de classe. Pas atteint, pas de classe. Donc, pas de renfort. C'est un scandale. C'est un scandale. On met les moyens. Moi, je vais vous dire, 30 élèves, c'est beaucoup. 30 élèves, bah, c'est 3 à 4 personnes en classe. Vous allez me dire, ouais, mais, scandale. Bah, pour des petites, moyennes et grandes sections de maternelle, c'est important. C'est important. Pour accueillir en plus et faire du bon travail, de l'excellent travail avec des enfants qui auraient un handicap en plus. Et là, on serait vraiment mais dans une dynamique mais exemplaire. Parce qu'en plus, on amène une cohésion et une fraternité entre chaque enfant. Parce qu'il y aurait de l'entraide. Voyez? Plutôt que du regard et de la constatation, il y aurait de l'entraide. Et tout ça, c'est une dynamique qu'il faut mettre en place. Et j'oublie pas les primaires, hein, les primaires aussi, ils sont 30. On ouvre une classe, ils deviennent 15, et puis on a rembauché une personne. Hein. Je vois pas où est-ce que c'est compliqué. Et puis si vous n'y arrivez pas, on n'ouvre pas de classe, et bah il y a un tableau à gauche et un tableau à droite, on scinde la classe en deux, comme ça fait 15-15, et puis deux professeurs donnent des cours. D'accord? Mais juste une cloison, ça coûte que dalle, hein. Hein, vous inquiétez pas, on va pas mettre des murs, hein, c'est pas où on met un Algeco. On met une cloison, voilà. Alors il y a beaucoup de solutions comme ça. Mais il faut réfléchir à ça parce que les gens sont plus soutenus à l'école, hein. Il y a un encadrement qui n'est plus effectif. Les gens en ont marre. Et ça, c'est qu'un petit débat. Petite chose. Parce qu'il y a aussi, ce qui serait intéressant, c'est de stimuler nos enfants aussi, vous voyez, de faire de la culture. Quand je dis de la culture, c'est que au lieu de bouffer un peu de la merde dans les cantines, alors c'est pas faute, hein. C'est un problème de coût, c'est un problème de plein de choses. Et puis, vous allez me dire, ouais, mais quand même, bon, ça va, c'est moyen. Nos enfants, ils ont le droit de bien manger et ils ont aussi le droit de bien comprendre qu'est-ce qu'ils mangent et d'être dans la fabrication de tout ça. C'est-à-dire, la construction, c'est de leur montrer comment ça fonctionne. Un arbre. On fait pousser des choses, d'accord? On fait un petit potager. Ça devrait être faisable dans toutes les écoles. Toutes les écoles. Toutes les écoles. D'accord? Ville, campagne. Toutes les écoles. Potager, transformation de produits, des petites tartes, des petites choses, on adapte et les élèves seraient super heureux. D'accord? Il y a juste une chambre froide, on congèle. Hein, c'est un investissement qui doit être fait peut-être sur des week-ends, peut-être après l'école, peut-être. C'est des ateliers, mais vous expliquez qu'est-ce que les enfants mangent, le goût que ça a, le vrai goût, et pas le dégoût que quand ça arrive et puis finalement on voit que. Enfin voilà.
Je vais pas non plus tout décrier, mais il y a beaucoup de produits qui sont on n'est pas au top, on n'est pas au top. Donc il y a aussi du travail là-dessus, il y a beaucoup de boulot à faire. Fallait que j'en parle, j'utilise comme ça le net parce que, bah, c'est un moyen de communication qui est pour moi important, mais fallait en parler. Il fallait que je puisse vous dire qu'il y a voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent pas, ça fonctionne pas bien, il faut surtout être à l'écoute des gens, les comprendre, faire du cas par cas, mais les comprendre et on dit pas: «Je gèle ça, l'électricité, le gaz», hein, l'augmentation de tout ce qu'il y a eu, le fioul, tout ça et vous demandez après de retirer les cuves de fioul. Des gens qui viennent d'acheter des maisons, c'est pas leur priorité aux gens. Ils viennent d'acheter une maison, déjà un prêt sur la tronche et il y a des travaux à faire et faut virer une cuve, hein, qui coûte entre 2 000 ou 10 000 € à faire enlever pour retrouver un autre système de chauffage, donc d'isolation aussi forcément, parce qu'on a peut-être pas acheté une maison neuve. Mais c'est tout un calcul, il y a tout un process derrière. Si on n'accompagne pas tout ça, si on n'explique pas, on est zéro. Vous êtes zéro. Moi, pour moi, vous êtes zéro. Et les gilets jaunes, ils ont entièrement raison d'être dans le flou, l'incompréhension et de pas se sentir impliqués dans tout ça. Moi, personnellement, entièrement d'accord avec le mouvement. Je vais pas m'en cacher. Je suis pas d'accord avec les dégradations, mais je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de patriotisme. Il y a rien. Il y a rien. Vous délaissez tout. Les quartiers, vous les délaissez. Ça sera un autre débat, mais ils sont délaissés. Ces petits jeunes, ils sont délaissés. Et vous vous plaignez, ils sont dehors, ils font ça, il y a du trafic. Encadrez-les, montrez-leur quelque chose d'autre. Hein? Il faut les éveiller aussi. Il faut leur montrer de quoi ils sont capables avec leurs petites mains. Quand vous voyez des rappeurs qui... écoutez un petit peu ce qu'ils font. C'est des tronches quand même. Il y a des gens qui arrivent à... Attendez, il y a un sens de la musique quand même. Ils savent écrire. Il y a des rimes. Tout ça, ça découle de cette culture hip-hop. Le dessin. Il faut les écouter, il faut les emmener. Tout ça, si c'est emmené structuré, il n'y a que du message positif, il n'y a que du bon. Et par contre, dès qu'il y a répression, faut faire une répression aussi. Voilà. Moi, et c'est là où je soutiens la police, c'est que je suis désolé, on ne peut pas prendre des gens 3 fois, 4 fois dans la même journée, et on ne peut pas faire ressortir des gens qu'on violé ou euh, qu'on tué. Ça n'existe pas. Par contre, les gens qui ont fait des petits délits ou des délits, je suis désolé, il y a aussi des peines adaptives qui doivent être faites. Et donc, c'est quoi? C'est on manque de moyens, et bah, on les emmène travailler. Après, si on parle, j'amène des idées, on peut amener des idées. Mais je suis personne, je suis pas un porte-parole, je suis rien du tout. Juste quelqu'un qui veut vous montrer qu'il y en a marre. Il y en a réellement marre de tout ça. Et de tous de ces gros, de ces gros faits qui sont là, qui sont avérés depuis des années, qui sont en train de nous étouffer. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.